Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch de la Garde de Nuit, l'association française des fans du Trône de Fer et de George R.R. Martin. Aujourd'hui on parle lecture de l'imaginaire avec un nouvel épisode des manuscrits de Mestre Aemon, qui est notre club de lecture bimensuel autour des lectures de l'imaginaire. Je suis Nymphadora et ce soir je suis avec John. Salut. Et avec Yoda. Bonjour à toutes et tous. Et ce soir, on va parler du Silence des Carillons de Edward H. Bless. Mais avant cela, le temps que les gens nous rejoignent, on va peut-être parler du prochain livre dont on discutera cet été. Jonjon, on discute de quoi ? Oui, alors cet été, on a décidé de faire une espèce de pseudo trêve estivale, et donc c'est pas du tout une trêve estivale, c'est juste que du coup on lit des suites de livres. Donc on a choisi 4 livres pour l'été dont on a lu et chroniqué, je sais pas si on peut dire chroniqué, mais dont on a discuté des premiers tomes, et dont on va donc lire et discuter des tomes 2. Et le premier par lequel on commence, c'est La Machine de Katia Lanero Zamora. Donc on avait discuté du tome 1 tous les trois, c'était je sais plus quand, il y a quelques mois. Et on va discuter du tome 2 encore tous les trois début juillet, le 4 juillet, si je dis pas de bêtises. Et c'était pour vous situer rapidement, donc vous pourrez aller voir notre Twitch sur le tome 1 si vous ne l'avez pas vu et si ça vous intéresse. C'est un livre qu'on avait tous les trois bien aimé, qui raconte une sorte d'histoire de la Révolution espagnole, un peu romancée, en se focalisant sur l'histoire de 2 frères, et pas mal l'aspect familial, en tout cas du point de vue un peu familial, nous montrer un peu la tragédie que ça a été comme épisode de l'histoire espagnole. Et c'était assez intéressant, assez bien écrit, et si vous voulez en savoir plus, allez voir le premier Twitch, et puis lisez les 2 tomes, et revenez dans 10 jours pour le tome 2. Ben ouais. On a un peu hâte. Oui. Surtout que c'est la fin de c'est une duologie, donc ça sera la fin, donc on aura tout lu. Une saga J'ai un peu terminée. peur. On aura fini une saga. Et du coup, Yoda, ce mois-ci, est-ce que tu as un truc à nous recommander ? Ce mois-ci, j'ai pas lu grand-chose. Ce mois-ci, j'ai vraiment eu du mal à m'installer pour lire, mais j'ai lu Chaudron de bruyère de Pauline Cidre. C'est un livre que j'avais acheté à Ouest-Hurlan, et c'est l'histoire en fait d'un enquêteur dans une France dans laquelle les sorciers existent. Ils s'appellent pas des sorciers, mais des sortilèges. Et lui, en fait, est un humain, presque tout à fait normal, en fait, qui appartient à une unité. En fait, ils sont 2 dans cette unité, donc ça va très vite, qui enquête sur des mystères qui tournent autour des sortilèges. Donc il s'appelle Bénédicte, il a son espèce d'associé qui s'appelle Sésame, et ils vont aller enquêter dans le nord-ouest de la France, il me semble, c'est pas très très loin de l'Allemagne, donc ça doit être la Lorraine ou quelque chose comme ça, sur des meurtres mystérieux qui ont lieu dans un petit village. Et ils vont être rejoints par du coup une 3e personne qui lui pour le coup est un vrai sortilège et qui s'appelle Lycaon. Et donc c'est une espèce de trio qui cherche un petit peu ses marques et qui se retrouve un peu bloqué dans ce village dans lequel ils vont donc faire cette enquête policière. Mais j'ai plutôt bien aimé. J'avais un petit peu peur qu'on se lance dans un triangle amoureux là, entre les 3 persos. Pas du tout. C'est chouette. C'est plutôt cool. Ça n'empêche pas quand même que c'est très tourné sur les relations entre les personnages, puisque Lycaon est un nouvel arrivé dans ce duo qui fonctionne plutôt bien, donc il doit apprendre à connaître les 2 autres, qui eux le connaissent très mal. En plus de ça, il a un pouvoir un petit peu particulier qui est assez dévalorisé dans sa propre communauté, donc c'est très intéressant de le voir essayer un petit peu de s'intégrer finalement dans un monde qui n'est pas le sien à la base.
L'enquête policière en elle-même est plutôt cool. Les personnages sont plutôt sympas. Des fois, on a un peu envie de leur taper dessus quand même. Mais du coup, j'ai vraiment passé plutôt un bon moment. Et si l'autrice sort d'autres... parce que là, l'enquête est complètement terminée, hein, donc ça se termine, voilà, on peut passer à autre chose. Mais je pense qu'elle est partie peut-être pour faire d'autres tomes dans la même saga, puisqu'il y a un gros titre, Crime surnaturel, devant quand même. Donc je me dis que peut-être si elle refait autre chose, je serais très curieuse de revenir pour pouvoir retrouver un petit peu ces personnages qui m'ont beaucoup plu. Voilà, c'est très simple, c'est frais, non, c'est pas mignon parce qu'il y a beaucoup de meurtres quand même. Mais ça se lit tout seul, c'est agréable, c'est plutôt bien écrit, sympa, voilà. Si vous voulez passer un bon petit moment sans trop de prise de tête, c'est parfait. Cool. Trop bien. C'était une espèce de tentation de John, finalement, c'était une très bonne tentation. Mais je me sens pas coupable comme ça de t'avoir incité à acheter ça. Non, c'est très très cool. Et toi, Nympha, est-ce que tu as une reco, quelque chose que tu as lu ce mois-ci? Moi, j'ai une reco. Ce mois-ci, j'ai lu mon premier Aurélie Wallenstein. J'ai lu Mère morte. Et j'ai beaucoup aimé. Comme à peu près tout le monde sur le forum, à chaque fois qu'on parle d'un Aurélie Wallenstein. Genre, avis super à la marge, quoi. Non, mais vraiment, c'était très, très... alors, cool n'est peut-être pas le terme. Parce que c'est un peu plombant en certains moments. En fait, donc là, on suit un exorciste dans un monde post-apocalyptique dans lequel il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de mer. Et en fait, régulièrement, il y a des marées fantômes qui arrivent et qui tuent les gens, quoi. Enfin, t'as des fantômes de la mer et des fantômes de poissons qui viennent se venger des humains qui leur ont fait plein d'exactions. Et donc, du coup, notre héros lutte contre ça. Et puis il va rencontrer un équipage de genre de pirates de la mer morte et essayer de survivre à ces mers mortes et voire même d'empêcher les mers mortes à la fin. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être pas. Lisez le livre pour le savoir. Voilà. Et non, mais c'était vraiment très très bien. Enfin, évidemment, la thématique écologique est très forte et c'est très bien abordé. C'est à la fois prenant, c'est à la fois à certains moments vraiment violent, mais pas gratuit. Enfin, c'est quand même un roman assez coup de poing, mais qui a aussi des moments de lumière et des chouettes personnages. Et même si les personnages ne sont pas forcément très lumineux, en fait, ils sont très gris. Mais on arrive toujours à les comprendre sans forcément les excuser. Et du coup, ils sont très très bien écrits, ces personnages. Donc c'est très chouette. Voilà. D'accord. Je l'avais trouvé très très chouette aussi. Mais des persos vraiment très intéressants. C'est ça, ouais. Ouais, les persos sont vraiment top. Mais du coup, ce soir, on ne parle pas de ça, on va parler du Silence des Carillons. Alors, Jonjon, tu nous racontes un peu de quoi ça parle? Ouais, alors, le Silence des Carillons, donc, de quoi ça parle? C'est l'histoire globalement d'une jeune fille qui s'appelle Hermeline, qui a 18 ans, et qui va être acceptée en très résumé dans l'école de magie de cet univers. Et donc cet univers qui a une particularité qui est que la ville dans laquelle habite Hermeline est recouverte d'un dôme de brume, et que de ce dôme de brume émergent parfois des spectres dont le seul contact fait disparaître les humains. Et donc ces spectres sont repoussés
par les mages, avec une sorte de magie qui est basée sur des cloches et des chants en chœur. Donc les mages sont en haut du beffroi. Donc le beffroi, c'est le bâtiment principal de la ville et le lieu de vie des mages, et donc là où il y a l'école également. Et donc en haut du beffroi, il y a des grosses cloches qui servent à repousser les spectres quand ils arrivent. Et donc les humains, les habitants de cette ville n'ont plus aucun contact avec l'extérieur. Enfin, globalement, on considère que tout le reste du monde a probablement disparu. On sait pas trop. Ils voient plus le soleil, ils voient plus le ciel, ils voient plus rien. Ils sont dans ce dôme de brume. Et voilà. Et donc on suit Hermeline qui rejoint le beffroi. Donc c'est tout centré sur elle, c'est à la première personne, donc c'est Hermeline qui raconte, c'est ses pensées, et ensuite voilà, ça commence un peu comme un roman de Dark Academia avec pas trop de cours au final, hein, on n'est pas trop focalisé sur ça, et après, ça aborde pas mal de thématiques. Moi, j'ai trouvé beaucoup de thématiques que moi j'ai trouvé assez intéressantes et dont on reparlera. Mais donc, voilà, pour la présentation globale du livre, je sais pas si vous voyez d'autres choses à rajouter. Non, c'est bien. C'est une bonne intro. Et sans spoiler, je voulais juste en profiter pour remercier l'éditeur qui du coup m'a gentiment envoyé le livre pour pouvoir en parler ce soir. Donc merci beaucoup. Voilà. Merci ActuSF. C'est ça. Et du coup, on a aimé, on en pense quoi? Et du coup, moi, vu que j'étais en train de parler, je continue. Moi, j'ai plutôt bien aimé, donc j'ai trouvé ça assez agréable à lire. J'ai vu des défauts quand même un peu, donc on y reviendra probablement, mais un peu sur l'écriture. Alors c'est marrant, sur l'écriture, je suis un peu mitigé. J'ai à la fois trouvé une écriture assez poétique et un style assez agréable en majeure partie. Et en même temps, j'ai trouvé qu'il y avait un peu des tics d'écriture qui m'ont un peu crispé parfois, et un style aussi qui était pas toujours adapté, j'ai trouvé. Mais dans l'ensemble, voilà, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça assez surprenant sur le scénario. Il y a des choses qu'on voit venir évidemment, mais il y en a d'autres auxquelles je m'attendais pas forcément. Donc ça, on en parlera peut-être plus dans la partie spoil, parce que c'est dur de dire ce à quoi on le scénario sans vous gâcher la surprise. Et j'ai trouvé aussi que ça abordait beaucoup de thématiques assez intéressantes. Et voilà, j'aime bien quand les livres réfléchissent. Donc j'ai trouvé le cas. Donc voilà, il y a des points plus faibles sur lesquels on reviendra, mais dans l'ensemble, smile et sourire. Voilà. Et toi, Nympha? Alors moi, ça a été un gros rendez-vous manqué. On est sur un bon gros mais, j'avoue. J'aurais bien voulu aimer le livre, et surtout qu'il y a plein de bonnes idées, mais j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas suffisamment creusées. À chaque fois, tu avais un petit fil qui était lancé, et puis après, pouf, on passait à autre chose, et c'était pas suffisamment poussé pour que ça me plaise vraiment. Ça m'a plus frustrée qu'autre chose. En plus de ça, moi, le style, j'ai été complètement hermétique. Alors vraiment, il y avait vraiment un nombre de tics d'écriture qui m'ont fait sortir du livre. Ah, mais vraiment, au début, je m'étais dit, oh, c'est marrant. Et puis, au bout d'un chapitre, déjà, je commençais à être crispée. À la fin du bouquin, juste, j'en pouvais plus. Je voyais ces tics, et juste, j'avais envie de refermer le bouquin. Mais vraiment, ça m'énervait, quoi. Physiquement, j'étais... Donc voilà, donc je pense que ça n'a pas du tout aidé mon appréciation du bouquin, parce que vraiment j'étais hermétique. Et du coup, il y a plein de choses où
où j'étais sortie de ma lecture tout le temps, quoi. Et du coup, il y a plein, ouais, il y a en plus, j'ai pas aimé les personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient ils étaient trop survolés pour qu'on puisse vraiment les comprendre. Enfin, non, il y a toute une partie vers le milieu du bouquin. On en reparlera, mais alors ça m'a vraiment, j'en étais à deux doigts d'abandonner le bouquin tellement j'en pouvais plus, quoi. Donc, c'est un mais parce que t'as pas osé mettre un j'ai pas aimé, mais non parce qu'il y a des bonnes idées quand même, parce que tu vois, le smiley mais il est vraiment très méchant. Attendez, je vous montre le smiley mais il est vraiment très 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 méchant, et je trouve que c'est pas un livre qui mérite une si grosse grimace non plus, parce que je comprends quand même qu'on puisse l'aimer, tu vois. Genre, les grosses grimaces comme ça, pour moi, c'est vraiment les livres super scandaleux, là, les bouquins vraiment qui ont des messages hyper dérangeants, ou des trucs où vraiment je comprends pas que quelqu'un puisse aimer le bouquin. Là, moi, j'étais très, très hermétique. Mais je comprends qu'on puisse aimer, et tant mieux pour les gens qui ont aimé. Et surtout qu'il y a plein de bonnes idées, quoi. Il y a plein de thématiques qui sont intéressantes que j'aurais trouvé vachement bien si elles avaient été plus creusées à mon goût. Mais voilà, quoi. Mais du coup, ouais, non, c'est quand même un bon rendez-vous manqué, quoi. Mais je reconnais que, enfin, déjà, je pense que le style a vraiment pas aidé, et ça, c'est quand même quelque chose de très personnel. Qui fait que si on accroche plus au style que moi, je pense que le livre tout de suite a beaucoup plus de qualité, quoi. Et du coup, toi, Yoda? Moi du coup, en fait le vrai c'est que c'est un petit peu comme toi, mais moi j'ai bien aimé à l'arrivée. Par contre le style pas du tout, quoi. J'ai vraiment peiné au début, déjà sur la temporalité. On comprend pas si c'est passé 2 heures ou 15 jours ou 3 mois. Des fois, le personnage principal rencontre sa meilleure amie, et de suite elle te dit que c'est devenu sa meilleure amie, qu'elles sont trop copines, mais la page d'après tu reviens au premier cours, tu vois, donc tu fais ok, et du coup qu'est-ce que tu nous racontes, enfin, pourquoi est-ce que tu nous fais des bonds dans le temps, que tu reviens en arrière, c'était super confus. Et ouais, puis la conjugaison, quoi. Il y a du passé, c'est même de l'imparfait, du présent, c'est infernal. Je déteste ça, vraiment, quoi. Au bout d'un moment, tu te fixes un temps sur lequel t'écris et t'en bouges plus, quoi. C'est vraiment un truc que je déteste quand ça passe du passé au présent, c'est voilà, je supporte pas ça. Mais sinon, j'ai bien aimé. Voilà. Pour l'histoire en elle-même, que j'ai trouvé plutôt chouette, assez originale, avec un personnage principal qui est assez intéressant, et que je m'attendais à plus détester que ça, en fait, et que finalement c'est allé. Je sais pas pourquoi. Je pensais vraiment que j'allais pas l'aimer. Peut-être parce que quand on avait rencontré l'auteur, il nous avait dit que elle avait une ambition démesurée et qu'elle allait marcher sur tout le monde pour réussir ses objectifs et tout. En fait, j'ai pas trouvé tant que ça. Moi, elle m'a surtout l'air d'une fille un peu paumée, quoi, un peu très moyenne en cours, à qui finalement les choses arrivent un petit peu malgré elle, quoi. Et donc, sans l'adorer, franchement, je suis allée avec le personnage principal. J'ai eu plus de mal avec, en général, les personnages secondaires que j'ai trouvé peut-être un peu pas mal caractérisés, mais en fait, on comprend pas très bien quel est leur rôle, ce qu'ils veulent, en fait, tout simplement. Ouais, puis pour le reste, je reviendrai sûrement après, mais voilà. Donc moi, l'écriture, j'ai pas trop accroché, mais j'ai bien aimé l'idée générale. Par contre, notre gros point noir, c'est quand même l'univers dans lequel, en fait, on comprend pas du tout qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, quoi. Là, pourquoi il y a de la brume, pourquoi il y a des monstres, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qui s'est passé ailleurs, c'est jamais expliqué, quoi. Et ça, j'aime pas trop. Ouais, en fait, j'ai un peu l'impression que en refermant le livre, globalement, il y avait rien qui nous avait été apporté à la fois sur l'univers, donc on sait pas plus que ça. Pourquoi est-ce que il y a de la brume, pourquoi il y a les spectres, c'est quoi les spectres, c'est quoi ces histoires de carillons, tout ça.
Et même sur le personnage principal, en fait, le livre, il commence par qui est Hermeline Minter. Et ben, j'ai refermé le livre et je savais toujours pas qui était Hermeline Minter, en fait. Moi, j'ai eu l'impression que on m'a présenté, ouais, cette fille qui est, ouais, alors elle a un peu le melon, mais enfin bon, bah, elle est moyenne en classe. Bon, voilà, comme tu dis, les choses lui arrivent. Bon, mais au final, elle réagit et on n'a pas tant que ça ces réactions intimes à ce qui lui arrive. Et en fait, j'ai toujours pas compris, voilà, qui elle était vraiment au fond d'elle. Bah, je sais pas. Je trouve que pour un livre qui est qui est vraiment complètement centré sur elle. Le personnage n'est pas du tout approfondi. Alors du coup, les personnages secondaires, c'est encore pire puisqu'on les voit à travers elle. Et du coup, on sait encore moins qui ils sont. Et voilà. Mais sur Hermeline, c'est marrant parce que, et ça rejoint un peu ce que vous disiez toutes les deux, qui est que, en fait, moi j'ai un peu l'impression, ça fait bizarre à dire, mais j'ai un peu l'impression que l'auteur a eu en fait un peu une vision de son livre qui n'est pas ce qu'est le livre au final. Parce qu'effectivement, nous, quand il nous l'a présenté, moi du coup je me suis attendu à pas mal de trucs et en fait j'ai un peu rien retrouvé de ce qu'il avait présenté dans le livre. Du coup j'étais un peu perplexe, mais effectivement quand il nous a dit oui c'est une histoire qui parle d'ambition, c'est machin, au final un peu, et en fait en ayant eu cette info de l'auteur, je l'ai vu du coup les moments où globalement c'était le but de faire ça, et je trouve qu'on voit les moments où du coup, où c'est un peu ça l'objectif, on dirait, qui est de faire d'Hermeline ce personnage ambitieux, qui veut qu'on se souvienne d'elle, qui veut accomplir quelque chose, etc. Mais j'ai trouvé que à part ces points ponctuels où elle nous le dit, en fait, ça ressortait pas énormément du livre, et en fait, et j'ai trouvé que c'était pas du tout ça les points les plus réussis et les plus positifs du livre, et qu'en fait peut-être il aurait fallu peut-être un peu changer d'axe, enfin, ou changer ouais, d'objectif principal, ou de façon de voir, enfin j'ai un peu eu une espèce d'impression de dissociation entre cet objectif là qui a l'air d'être l'objectif principal et qui en plus nous a été présenté comme ça, et ce qui au final est le résultat du livre, qui est moi j'ai trouvé plein de points positifs, mais pas forcément celui-là. Il y avait plein de choses intéressantes dans le bouquin, je trouvais, sur la prédestination et sur les prophéties autoréalisatrices et des choses comme ça. Ça, pour le coup, c'était vraiment très intéressant, en fait. Plus que l'ambition d'un personnage qui, finalement, bah oui, elle rentre en classe pour réussir, mais en fait, au bout d'un moment, tout le monde rentre en classe pour réussir. Enfin, jusque-là, ouais. Tu n'as pas comme objectif dans la vie de rentrer à la fac pour te rater, quoi. Enfin, je pense que tout le monde est comme ça, quoi. Enfin, d'accord, elle a envie d'être une grande magicienne et qu'on se souvienne d'elle. Bah oui, c'est quand même plutôt un objectif logique. Enfin, quand elle rentre en cours, elle n'est pas là à dire je vais saboter les autres élèves, je vais leur marcher dessus, je vais les piétiner, pas du tout. C'est plutôt, en plus, elle se rend vite compte qu'en fait, elle est très très moyenne, en fait, qu'elle n'est pas très douée à part pour le chant, quoi. Alors qu'à côté de ça, tout ce qui tourne autour, moi je trouve des devins et des choses comme ça, et tout ce que ça enclenche derrière, ça c'était très très intéressant pour le coup. Ouais. Alors sur le chat, Duncan au citron nous dit que lui, il n'a pas passé un mauvais moment, mais que un peu comme moi, lui, c'est l'absence d'approfondissement qui l'a un peu gêné. Il se demande un peu qui c'est les spectres, qu'est-ce qui se passe en dehors de cette ville, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, voilà, tout cet univers. Effectivement, pour le coup, faut pas s'attendre à des réponses sur le pourquoi du comment. Ou même à des explications sur comment ça marche. Moi, je suis un peu comme vous, j'ai tendance à être un peu frustré quand on ne sait pas comment marche cette magie, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est les spectres, qu'est-ce que c'est je sais même plus comment ça s'appelle, les corps des gens qui ont trop utilisé la magie, là. Les simulacres. Ouais, les simulacres. Et même, enfin, donc
au début ça m'a gêné, après je me suis dit, j'essaye de me détacher de ça en me disant bon bah c'est pas le sujet, on est dans un espèce de cadre pour parler d'autre chose. Il y a quand même des trucs où je me suis dit ok mais si du coup c'est pas le sujet, pourquoi est-ce que c'était la peine de nous mettre une certaine partie de la population qui sont géants et d'autres qui sont minuscules. Ça, j'ai trouvé que pour le coup, ça tombait comme un cheveu sur la soupe parce que, ok, il y a une espèce de magie des cloches, ok, il y a des spectres et tu veux pas trop nous expliquer, et ok, bon, bah, on fait abstraction, c'est le contexte, etc. Mais rajouter juste cette espèce de petit détail de choses différentes par rapport à un monde tel que le nôtre, globalement, avec des gens très grands et des gens minus. J'ai trouvé que ça faisait un peu bizarre, c'était un peu genre mon univers est plus vaste, mais en même temps je vous présente pas trop mon univers, donc c'est pas... Voilà, ça j'ai pas trop aimé ça. Et alors du coup, quels seraient quand même pour vous les points positifs? Bah moi du coup point positif, les thématiques clairement on a dit la thématique des prophéties, je trouve que c'est super intéressant quand c'est bien fait, et là je trouve que c'est bien fait, sans en faire trop mais en prenant par un axe intéressant qui est l'axe du prophète en fait, et un peu la malédiction d'être prophète et le côté oui, dire une prophétie, ça veut dire qu'elle va forcément se réaliser, et du coup, les gens qui ont le don de prophétie, c'est un peu un enfer pour eux parce que bah, quand ils voient des trucs, ils osent rien dire parce qu'ils ont peur de fixer le futur, quoi. Globalement, je trouve cette approche super originale et super intéressante, et que j'ai trouvé assez bien traitée dans l'ensemble. Après, j'ai trouvé plein d'autres thématiques. Alors, je sais pas, est-ce que je dis toutes les thématiques que j'ai trouvées intéressantes, ou est-ce que vous voulez qu'on discute un peu de chaque thématique au fur et à mesure, ou... Parce que je vais parler tout seul sinon. Non, ben moi Vous c'est voulez celle-là Oui, ma thématique. Bref, pour moi, ouais, Pareil. c'était ça. C'était le. Pour moi, c'est effectivement le point fort du bouquin, avec son titre. Je trouve que son titre est très bien trouvé. Le silence des Oui. carillons. Il a une vraie poésie, et vraiment ça colle hyper bien avec l'histoire en fait. Donc le titre est vraiment très très beau. Oui, ça colle très très bien en plus, et puis ça s'éclaire beaucoup avec la fin. Pour le coup, impeccable. Le titre est très joli. Et oui, le thème, la thématique sur les prophéties, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en plus de manière générale, sur comment se sortir en fait d'un destin qui est déjà écrit un petit peu à l'avance, et la façon dont en plus ils se servent justement des prophéties pour pouvoir aller de l'avant dans deuxième partie, vers la fin du livre en fait quoi. Pour le coup, c'est très bien joué. C'est très intéressant, et c'est bien fait. Et c'est ultra logique en plus en fait, au moment où ça arrive, ça tombe pas de nulle part, quoi. Enfin, ça tombe pas de nulle part, mais il faudra qu'on en discute quand même, parce qu'il y a 2-3 trucs où je me suis dit bon, ouais. Ok. Moi, du coup, en autre thématique que je me suis noté plein de thématiques. Je trouve qu'il y a aussi la thématique un peu du savant dans sa tour d'ivoire, que j'ai trouvé intéressante aussi, avec ce côté... donc, en gros, les mages peuvent faire ce qu'ils appellent des bulles d'univers dans ce monde-là. Donc, c'est un des pouvoirs des mages. Ils peuvent créer une espèce de salle ou d'endroit comme qui correspond à leur imagination. Et donc le beffroi, donc l'endroit où ils habitent, est constitué de plein de bulles d'univers. Et je trouve que tu as tout ce côté du coup, en fait les mages sont dans leur beffroi, dans leur bulle d'univers, ils sont complètement coupés du monde réel en fait, alors qu'à la base leur vocation c'est censé être de protéger ce monde réel. Et donc tu as cette espèce de dissociation chez les mages qui sont leur but, leur vocation, c'est de protéger la ville, c'est de protéger le monde réel dans lequel ils vivent, et en même temps ils y vivent pas du tout.
ils sont complètement déconnectés des réalités des habitants, des réalités du monde. Et j'ai trouvé que ça, c'était bien rendu. Et que c'était intéressant aussi comme thématique, comme concept en fait, comme idée voilà, et que tu peux mettre en parallèle avec, je sais pas, des dirigeants déconnectés de leur peuple ou enfin cette espèce de dissociation entre ouais, entre un peu les gens au pouvoir en fait les gens pas au pouvoir qui sont... Ouais, alors que moi, ça, c'est un truc qui m'a frustrée justement parce que euh, vu que c'est une école quand même de magie, tous ces gens, ils viennent du peuple, ils viennent et ils sont nombreux quand même. Enfin, t'as du mal à voir combien ils sont. C'est un peu difficile aussi de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que cette population, qu'est-ce que c'est que ces gens. Mais en plus, il y en a, tu sais, qui sont censés sortir du beffroi, qui sont censés vivre dans la population. Tu vois quasiment pas d'adultes à part les profs, et du coup, tu comprends bien qu'il y en a quand même d'autres qui sont dans la vraie ville. Et du coup, j'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on avait cette espèce d'endroit, ce vase clos, où il y a des trucs super cool, parce que t'as tes bulles d'univers, elles sont super stylées, t'as des endroits, mais trop beaux et tout, machin, des petits jardins. Et genre, leur ville, elle est horrible. Il fait froid, il fait gris, les gens, ils ont l'air d'avoir du mal à bouffer et tout. Et tu te dis, mais pourquoi pourquoi il y a pas au moins un groupe de mages qui essaye pas d'améliorer les choses dans la ville. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris comment tu pouvais en arriver à un truc aussi splitté avec Et d'ailleurs, ouais. moi je me suis demandé en fait qu'est-ce que devenaient les mages adultes, tout simplement. C'est ça. Enfin, déjà, tu sais pas où ils sont les adultes, donc du coup a priori ils sont dehors. Mais alors s'ils sont dehors, pourquoi ils ont pas fait des endroits où c'est cool à vivre et où il fait chaud dans la ville. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? À quoi ça sert leurs études en fait? Parce que je comprends que les gens un peu doués, bon, enfin, ils finissent chanteurs dans le beffroi, quoi. T'en as quelques-uns, ils deviennent profs, mais bon, on en croise 4 ou 5, donc ça va vite. Mais ils sont nombreux plutôt dans leur classe, donc en fait, qu'est-ce qu'ils font les autres? Bah alors, moi... Et en fait, pour moi, ça rejoint vachement le truc de l'univers qui est pas très bien expliqué. Moi, la façon dont j'ai compris ça, et au contraire de Nympha, je trouve ça très logique. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est... En fait, les mages, ils restent dans le beffroi, en fait. Ils sortent pas. Ils en partent pas. Ils sont là, ils sont dans leur milliers de bulles d'univers. Ils vivent leur vie rêvée, en fait. Ils se sont créés leurs rêves et ils en sortent plus. Juste, donc il y en a ceux qui servent à quelque chose, en fait, qui font les chœurs pour repousser les spectres. Et les autres, juste, ils chillent, ils ont leur petit paradis qui se sont créés. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est en fait, ils sont arrivés dans cet endroit confortable et ils se préoccupent plus du reste, ils se posent plus de questions ils vivent de quoi, du coup? Mais c'est ça, ils bouffent comment? Enfin, je sais pas, pour moi, on en a croisé aucun, en fait. Ils se créent leur... moi, ils se créent la bouffe aussi? Ils se créent la bouffe, hein. D'accord. Ah ouais? Ben non. Enfin, ouais, je sais pas. Ah ouais, moi, j'ai pas du tout compris ça comme ça, en fait. Enfin, moi, j'ai pas compris. Tu vois, dans ce cas-là, il aurait fallu qu'on les croise, au moins, tu vois. Genre, s'ils chillent dans leur bulle, faudrait qu'on croise des adultes qui chillent dans leur bulle, tu vois. Enfin, vraiment, les bulles, elles sont vides. Enfin... en fait, il y en a tellement des bulles que, en fait, c'est genre... ouais, tout le monde est là, tranquille, limite, il y a une bulle par personne, en fait. Donc, ils sont tous là, tranquilles. Ah ouais, non, pour moi, c'est vraiment la tour d'ivoire, le rêve dans lequel tu te perds, et plus aucune relation avec le monde réel parce que t'es dans ton truc et tant pis pour les autres en fait. Je sais pas, tu vois, Duncan, il dit, moi j'avais l'impression que les élèves, ils étaient un peu prisonniers. Et tu vois, pour moi, c'est un peu plus ça. Pour moi, le beffroi, il est plutôt angoissant et il rend prisonnier les gens que des gens qui chillent et qui sont heureux de vivre dans leur kiff, quoi. Du coup, j'ai pas eu du tout cette impression-là. Enfin, il les rend prisonniers à la limite dans le sens où
comme dans les contes où t'as le jardin merveilleux dont les enfants veulent plus jamais partir. Genre il les rend prisonniers parce que c'est un espèce de mirage qui leur apporte tout ce qu'ils veulent et tout ce dont ils ont envie et donc dont ils sortent plus en fait. Ils en sortent pas parce qu'ils ont aucune raison d'en sortir vu qu'ils ont tout ce qu'ils veulent ici. Mais je sais pas, parce qu'en plus tu croises un mec, ils ont leur famille dehors, et puis en plus tu croises un mec, il était fabricant de carillons, donc le mec, donc tu sais qu'en fait ils peuvent pas créer, au moins les carillons, ils savent pas les faire et tout. Il y a plein de choses qu'ils ne savent pas faire, donc ils peuvent pas, donc ils sont dépendants de l'extérieur aussi. Enfin, moi j'avais compris ça plutôt comme dépendants de la bouffe, etc. Donc ils ont forcément des contacts avec l'extérieur. En plus j'avais compris qu'il y avait des adultes dehors, hein, qui s'étaient, enfin, ouais, moi j'ai pas du tout interprété la même chose. Moi non plus. Pour moi, les adultes étaient dehors. Ah non, moi je pense pas. Moi je pense pas. Je pense qu'ils sont là, ils sont dans leur truc et ils en sortent plus. Et justement, moi je trouvais que c'était une des thématiques qui est tu te coupes et tu le vois même avec Hermeline qui envoie aucune lettre à ses parents, à son père et à son frère. Je sais pas si bon, c'est pas du spoil, mais si elle leur écrit quand même. Du temps, mais elle leur écrit. Mais... Puisque justement là, pareil, au moment où elle leur écrit, tu te demandes bien s'il s'est passé 1 mois ou 10 mois, quoi. Oui, mais elle leur écrit au moment où elle a un besoin, machin, et elle se dit ah oui, je leur ai pas écrit depuis que je suis là, machin, parce qu'en fait, enfin moi je pense vraiment que non. Non, elle leur écrit quand elle est un peu en bad. Elle leur écrit à un moment donné où elle se sent pas très bien et justement elle est inquiète de ne pas avoir de leurs nouvelles. Et elle leur écrit plusieurs lettres après en disant mais c'est quand même bizarre qu'ils me répondent pas et tout, et elle s'inquiète. Donc non, elle pense quand même à sa famille, hein, Hermeline. Ouais, mais de façon distante. Enfin, je suis pas sûr qu'il y a un moment où elle dit ah oui, je leur ai pas écrit depuis quelques mois, machin, que je suis là. Enfin ouais, moi j'ai vraiment senti ce mood-là en tout cas. Ouais, non, moi, pas du tout. Mais du coup, c'est peut-être c'est peut-être une démonstration du fait que du coup, ça manquait quand même un peu d'explications et de fil narratif pour comprendre, pour poser les idées. Super clair comme thématique et comme allégorie du truc et comme miroir de la société. Mais bon, c'est peut-être moi qui me suis fait un film, hein, mais. Ouais. Bon. Et sinon, en autre thématique, dont on va peut-être moins pouvoir débattre parce que ça a plus à voir avec le scénario pour le coup. Mais je trouvais qu'il y avait 2 autres thématiques qui se dégageaient, qui sont d'une part une thématique sur la résilience de l'être humain, en fait, sa capacité à s'adapter à certaines conditions et à juste continuer à vivre, et une thématique que je trouvais assez intéressante sur est-ce que la fin justifie les moyens, qui apparaît à plusieurs moments. Ça apparaît assez tard quand même, j'ai trouvé. Ouais, c'est tard, ouais. Ouais, mais intéressante. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ouais. Ouais, c'est assez, ouais. Au moment où c'est vrai, je me suis dit tiens, enfin on en parle et c'est très intéressant dans ce moment. Mais ça, je pense qu'on peut en parler à la partie. Plus tard à mon goût quand même. Ouais. Ouais, puis on en reparlera. Mais moi, il y a des la façon dont c'est amené, ça m'a aussi un peu laissé sur ma faim. Oui, bah ça on peut pas en parler maintenant. Voilà. Voilà, ça c'était les thématiques que j'ai bien aimées. J'ai trouvé que c'était assez riche en fait de ce point de vue-là. C'était pas très riche d'un point de vue explication sur l'univers et effectivement développement de personnages, c'est pas le point fort. Mais sur les thématiques abordées, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Donc tout ça pour répondre à la question de genre il y a une demi-heure qui était quel était ton point fort, John, de ce livre. C'était donc les thématiques abordées. Voilà, pardon, j'ai... et toi, Nympha, est-ce que tu dégages quand même un point fort? À part le titre. À part le titre. Non, mais oui, il y a quand même la thématique de la prophétie que je trouve intéressante. Et il y a quand même des idées très très cool, hein. Franchement, ce monde avec ce beffroi, ces bulles d'univers, tout ça, t'as quand même une ambiance qui est vachement bien posée et qui est assez cool, quoi. Il y a des moments où vraiment t'as un peu l'impression d'y être, quoi. C'est très bien posé
et c'est assez sympa. Ou alors, à d'autres moments, justement, tu es aussi bien dans l'ambiance et c'est pas forcément super sympa comme univers, comme épisode et c'est quand même très vivant. Et donc j'ai trouvé que c'était bien fait. Voilà. Du coup, ouais, pour moi, c'est ça. C'est quand même que j'ai beau avoir eu du mal avec le style, j'ai quand même trouvé certaines scènes vraiment vivantes et un univers très tangible, très visuel, on le sent. Enfin, tu vois, t'as les sensations autour de toi. T'es vraiment immergé dans ta lecture quand ça marche. Et toi, du coup, Yoda? Moi, j'en ai parlé déjà, je crois, du coup, de tout ce qui était sur les prophéties et sur les devins et les choses comme ça. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu, ces points-là. Et alors, du coup... Ah, pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, j'allais dire, juste sur le style, du coup, si on revient juste sur ce sujet-là, parce que du coup, moi j'ai globalement bien aimé le style, j'ai trouvé que c'était assez imagé, etc. Moi, ça a assez marché, mais je voulais quand même dire que dans ce que j'ai vraiment pas aimé dans le style, c'est certains tics d'écriture, je trouvais qu'il y avait trop de points d'exclamation, par exemple. C'est débile, c'est du détail, mais ça me crispe. Mais surtout, en fait, ouais. Surtout, en fait, j'ai trouvé, et c'est à la fois, ça aurait pu être un point positif, ça aurait pu être deux points positifs à la fois, c'est-à-dire, j'ai trouvé que donc l'histoire est racontée du point de vue d'Hermeline, et je trouvais que c'était pas neutre, c'était pas raconté de façon neutre, c'est-à-dire c'est vraiment raconté, on sent la façon de raconter d'Hermeline. Je trouve, enfin il y a vraiment un style qui correspond à un personnage qui est très marqué globalement. Et autre point positif qui est indépendant de ça, qui est que Hermeline est un personnage de 18 ans, là où souvent dans ce genre de livre on a des personnages qui ont 12 ans et qui se comportent comme des adultes. Mais là où ça n'a pas collé pour moi, c'est que j'ai trouvé que le style et la façon de parler, penser d'Hermeline faisaient très immature pour le coup. Enfin, j'ai trouvé qu'elle parlait, pensait comme beaucoup plus jeune que ce qu'elle est censée avoir. Et surtout qu'en plus, elle est censée raconter vachement plus tard. Enfin, ouais, en plus, c'est ses mémoires qu'elle te fait. Ouais. Ouais, mais pour le coup, moi, je pensais qu'elle le racontait au moment où elle le vivait. Oui, moi j'ai plutôt vu comme ça aussi, ouais. Mais même comme ça, je trouve que... Oh, mais sérieux, avec ses relations avec sa copine, on dirait qu'elle a 13 ans. Quoi. Ouais, même je sais plus c'est quoi, mais elle fait des phrases et qu'elle repériphrase. Oui, mais en fait, moi, c'est ça, c'est ce tic-là d'écriture qui mais ça m'a rendu folle. Mais c'est ah là là, il est beau, Jonjon. Ah, il parle bien des livres. Hein. Et d'ailleurs, ce livre. En fait, non, attends, je vais chercher une périphrase, mais en fait, tu mets des virgules, virgule, le complément. Enfin, c'est tout le temps. C'est il est bien ce livre. Qu'est-ce que je dirais à mon père? C'est pas du tout le meilleur exemple, mais. Non, mais c'est ça, c'est vraiment, et c'est tout le temps, genre elle rigole, Yoda. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il sourit, John. Et c'est tout le temps, vraiment cette construction de phrase, mais ça n'arrête pas. Mais c'est toutes les pages, tout le temps. Mais à la fin, mais ça me rendait folle de voir cette construction de phrase, en fait. Moi, c'était vraiment genre, je n'en pouvais plus. Ça me sortait par les yeux. Ouais, bah donc voilà, je suis assez d'accord et je trouve ça dommage parce que d'un côté, je trouve ça intéressant d'avoir une patte qui correspond à la façon de s'exprimer de la personne. Tu vois, on a tous des tics de langage, on a tous machin, donc je trouvais ça intéressant de le faire ressortir, mais c'était peut-être un peu trop et surtout c'était hyper artificiel en fait. Moi, j'ai trouvé que c'était ça sonnait faux quoi. J'ai trouvé que ça sonnait très enfantin moi, plus que faux. Je trouvais que ça sonnait comme une enfant de je sais pas 12 ans. Et du coup, le problème, c'est que, pour une fois, on n'a pas un personnage qui a 12 ans. Donc, c'était, voilà, ça, c'était... Je trouvais que c'était un peu dommage.
Ah ouais, non, moi j'ai pareil. Moi, vraiment je supportais pas. Mais vraiment moi j'ai trouvé que c'était très artificiel, ça faisait forcer en fait, ça faisait pas naturel dans le texte, ça faisait repris. Il faut que je mette ce type de phrase et c'était trop quoi, tout le temps. Ah, ça m'a vraiment ça m'a complètement sorti de ma lecture. Hein. Et alors ça plus en plus les passages passés présents, la concordance des temps, mais ça m'a rendu folle ça aussi. C'est pas la concordance des temps. Non mais les deux à la fois, enfin tu sais c'était vraiment mais la totale quoi, je n'en pouvais plus. C'est marrant parce que ça m'a pas du tout choqué. Pour moi les seuls Tout le temps. Mais tout le temps, on passait du passé au présent tout le temps. Moi, c'était horrible. Juste quand elle est en train de faire la magie, qu'elle est dans les vagues là. Moi, du coup, ça m'a pas choqué. J'ai eu l'impression qu'il passait au présent. Elle est dans les vagues. Ah non, tout le temps. Ah non, tout le temps. Ah ouais, non, c'est. Ah ouais, non, ça, ouais, vraiment. Mais du coup, alors, Duncan au citron dit qu'on est beaucoup trop littéraire et que lui, ça l'a pas dérangé. Ben moi, ça m'a pas tant dérangé que ça. Moi, c'était vraiment son rapport avec ses amis, où vraiment, t'avais l'impression qu'elle avait 12 ans, quoi. Elle parlait de ses... je sais pas, en fait, c'était dit au tout début. Honnêtement, je m'en souviens plus. J'ai lu tout le livre, en fait, en pensant qu'elle avait 13 ou 14 ans. Et quand à la toute fin, elle dit qu'elle venait de fêter son 19e anniversaire, j'ai fait « Ah !» Non, elle le dit au début, hein, elle le dit tout au début. Non, mais je m'en souvenais plus du tout. Hein, mais vraiment, je pense, voilà, dans ses rapports avec sa copine Justine, t'as l'impression. Mais Justine, quoi, mais Justine, je pouvais plus. C'est très immature, en fait. Oh là là. Mais... il y a eu une immaturité sentimentale, quoi. Elle a une immaturité sentimentale. Elle est amoureuse de sa copine, quoi. Voilà. Enfin, je pense pas que ce soit un énorme spoil de raconter ça. Je pense pas que ce soit voilà. Mais en fait, t'as l'impression qu'elle... Bon, tu peux aussi découvrir, en fait, que tu aimes les filles à 19 ans. C'est pas grave. Il y a des gens, ça arrive très tard. Mais t'as vraiment l'impression qu'en fait, c'est la première fois, en fait, qu'elle est amoureuse. Enfin, oui, puis elle se pose pas la question d'être amoureuse ou pas amoureuse, quoi. Enfin, c'est très bizarre. Enfin, voilà. Juste... elle était belle, Justine. Oui. Et non pas Justine était belle, non. Elle était belle, Justine. Pas que Justine était belle. Cette pauvre Justine, en fait, a fini par me faire de la peine. Non, mais Justine, en plus, elle est vraiment caractérisée juste comme une meuf qui a des beaux yeux et qui est belle. Et globalement, en fait, elle a pas de personnalité du tout. Enfin, juste, elle est belle, Justine. J'avais super de la peine pour Justine, mais vraiment, quoi. Ou ces rapports avec Micral aussi, où en fait, tu comprends vite qu'en fait, ils sont très... j'ai pas le mot... Enfin bon, ça clash finalement, quoi. Mais tu dis, c'est quelque chose que tu vis très facilement quand tu es au collège. Oui, ok. Quand tu rentres à la fac, déjà, c'est quand même au niveau un peu au-dessus, quoi. Enfin, c'est... voilà, on dirait en fait un personnage qui n'a pas vécu en fait avant d'arriver à l'école, alors qu'elle a quand même vécu. Elle avait son pote là au début. Son géant là. Voilà. Donc bon, il existait lui. Donc oui, puis son frangin, il avait des meufs et tout, parce qu'elle disait au début qu'elle était saoulée parce que son frangin il ramenait plein de meufs. Voilà, donc elle vivait pas dans un cocon. On aurait pu se dire, ok, elle découvre la vie à ce moment-là, mais non, elle a un père, un frère, un ami à l'extérieur, quoi. Donc elle connaît la vie, quoi. Elle a même des copines d'ailleurs, puisqu'à un moment donné, elle dit qu'elle a menti à son père et qu'elle a dit qu'elle allait dormir chez une copine. Donc elle a existé avant d'arriver, alors qu'en fait, elle a l'impression qu'elle découvre les relations sociales en arrivant là, quoi. Ça m'a, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Ouais, on a l'inverse en fait du défaut habituel qui est des personnages trop jeunes qui se comportent de façon trop mature. Là, on a l'inverse, on a un personnage adulte globalement qui se comporte de façon trop immature. C'est assez marrant dans le sens, c'est un peu désagréable, mais c'est assez marrant, je trouve. C'est vraiment l'inverse, quoi. Ouais. Oui. Bon, du coup, est-ce qu'on a d'autres trucs à dire sans spoil? Parce que là, quand même, ça commence à urger les spoils, non? Là, on est plus très loin, je pense qu'on va pouvoir y aller. Ouais. Donc, attention à ceux qui nous écoutent et qui ne veulent pas se faire spoiler. Là, c'est le moment vraiment de partir et de nous réécouter une fois que vous aurez lu le bouquin. En espérant que vous l'aurez plus apprécié que nous, parce que en vrai, je pense vraiment qu'il a des qualités. Hein, en vrai, il est bien.
Et en vrai, en Ah, plus, aussi, pour le coup, il y a vraiment des trucs à spoiler. Pas comme il y a parfois où vraiment il y a rien à spoiler, donc c'est pas très grave. Là, je trouve qu'il y a quand même des trucs à spoiler, donc voilà. Ouais. Donc spoilons-les. Allez. Allez, c'est parti. Wouhou. On Alors, repart. on reparle de quoi du coup? Est-ce qu'on reparle, ouais, est-ce qu'on reparle du triangle amoureux plus en détail? Moi j'en Oh, peux c'était plus. Hein. saoulant. C'était insupportable. Insupportable. Hein. Micral et Justine, mais vraiment, j'en Donc peux Justine plus. Hein. m'a fait énormément de peine parce qu'en fait c'est un personnage qui a l'air très gentil en Mais fait, oui. qui comprend pas du tout ce qui se passe à côté. Enfin, elle est pas dans cette optique-là. Pour moi, pour le coup, elle n'est pas amoureuse de Hermeline. Ah non, elle- mais je crois qu'elle est amoureuse de Micral. Elle est amoureuse de Micral qui plus lui. C'est un Mais con. lui, il a l'air d'être un peu en. C'est C'est ça, amoureux, je sais pas, mais en tout cas, il bave un peu devant elle, quoi. Et il bave sur Hermeline en fait parce qu'elle lui a dit non quoi. Mais c'est ça, Toutes les autres lui disent oui, toutes les autres lui disent oui, et donc, donc je suis pas sûre qu'il soit amoureux d'Hermeline, juste sa masculinité a été bafouée, et du coup, Ouais. il veut D'ailleurs, ça en fait un Hermeline. Ça en fait un personnage assez intéressant, j'ai trouvé Micral. Bah, c'est un personnage ouais, qui est plutôt pas mal, parce qu'en fait, il est bourré de masculinité toxique, et bien écrit dans cette optique-là. Voilà. Donc Justine m'a fait de la peine, donc parce qu'elle ne comprend rien à ce qui se passe, elle s'en prend en plein la gueule de sa copine qui finalement lui fait la gueule, ok. Micral qui lui court après machin, et elle meurt comme une conne. Oh là là. Non mais vraiment d'un seul coup elle est là, plouf elle est morte. C'est fait, ok. Coucou Justine. Alors, elle passe sa vie à pleurnicher sur Micral en plus. Ouais. C'était... Voilà, donc j'étais un peu triste pour elle. Moi, il y a des moments j'étais triste, et il y a d'autres moments j'étais vraiment, mais elle est complètement conne, cette fille, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve, la pauvre Hermeline, parce que vraiment, la nana, elle est je réussis tout en cours, c'est pas sympa pour ta copine, quoi, déjà. Et puis, genre, elle capte que dalle. Mais ça, là, sa pote, elle est en bad et tout, genre, elle va jamais l'aider, en fait. Enfin, c'est pas une bonne copine, Justine. Et Hermeline est aussi une très mauvaise copine. Enfin, genre, mais tu comprends pas trop pourquoi elles sont potes, en fait. Enfin, genre, elles se parlent jamais. Enfin, Ça se comprend très mal du côté de Justine d'ailleurs, parce que autant Hermeline est assez solitaire et du coup bon je pense qu'elle reste avec Justine parce que c'est à peu près la seule personne avec qui elle est copine quoi. Enfin voilà. Mais Justine a l'air plutôt populaire quand même puisque enfin elle fait des cours, elle fait d'autres choses et tout. Donc je me dis mais pourquoi est-ce qu'elle revient toujours vers Hermeline qui fait la gueule et qui boude quoi au bout d'un moment. Quoi. Oui, bah il nous a manqué le moment où elles deviennent amies en fait, qui viendrait expliquer cette espèce de fidélité qu'elles ont l'une envers l'autre. Ouais, mais puis en plus, vraiment, moi je comprends pas pourquoi. Enfin, c'est ça, parce que genre la seule qualité de Justine aux yeux d'Hermeline, c'est quand même qu'elle est belle, Justine. Genre, c'est bon quoi. Bah, je crois que c'est surtout la seule personne qui lui parle aussi. Bah, un peu, ouais. Oui, elle est sympa, elle est intelligente, elle est gentille. Ouais, mais elle est plate, quoi. Elle est plate, par contre. Ouais. Ouais. Elle a pas de relief. Elle a une espèce de background que finalement il n'est jamais exploité non plus, Justine, puisqu'il y a toute son histoire de comment elle est arrivée à l'école, machin, mais finalement on n'y revient pas. Mais il y a plein de petites bouteilles lancées à la mer comme ça, où tu te dis ça pourrait être intéressant si on développait, et puis finalement pas du tout. Genre au tout début aussi, toute la partie là où elle visite la ville, et tu te dis c'est cool là, toute cette histoire là avec la petite vieille et tout, puis finalement ça ne sert à rien dans l'histoire. Il y a pas de. Alors oui, d'accord, tu revois la vieille à la fin, mais enfin bon, ça aurait été n'importe quelle autre vieille, c'était pareil quoi. Genre, enfin, il y a plein de trucs comme ça où tu te dis mais là il y a un fil qu'on pourrait tirer et on le tire pas. Il y avait aussi cette espèce aussi de petit fil lancé au début, que le fait que Micral par exemple a fait une année à la poste avant de pouvoir rentrer parce qu'il n'était pas assez doué, alors que finalement il a l'air plus doué qu'Hermeline, entre nous quoi. Et finalement on n'y revient pas trop en fait sur ces élèves qui ont des voies détournées pour pouvoir entrer dans l'école, choses comme ça. En fait, je pense que j'aurais été très intéressée par l'école en elle-même, et finalement on la survole beaucoup quoi. Donc c'est souvent le cas ça. Mais pour moi potentiellement la petite scène au début dans la ville, ça servait justement à montrer la décorrélation entre les mages dans leur beffroi
et ce qui se passe au pied du beffroi. Mais du coup, comme il n'y a que moi qui ai vu ça dans les thématiques, forcément, ça marche pas, mais bon. Ouais. Et sinon, est-ce qu'il y a quand même des personnages que vous avez bien aimés? Qui est votre perso préf? Moi, je dirais Archie. Voilà. Voilà, la réponse facile, voilà. Tout le monde dit- Évidemment, quoi. Enfin, c'est le seul personnage secondaire qui est vaguement esquissé un peu plus, quoi. C'est le seul qui finalement reste plutôt sympa. En plus. Ouais, Plutôt il est sympa tout le long. très Quoi. sympathique et surtout il vient illustrer cette problématique de la prophétie dont on parle Voilà. depuis le début. Donc, Voilà. Ouais. vu que Archie, du coup, c'est le prophète, c'est celui qui est mis à l'écart et qui se met à l'écart et qui n'ose pas parler parce qu'il a peur de son pouvoir, quoi. Donc c'est intéressant. Moi, j'ai bien aimé aussi quand même les deux magistères qu'on retrouve dans la deuxième partie. Mhm. J'ai bien aimé l'ambre. Avec Ouais. ce côté un peu ambivalent quand même, j'ai trouvé. Mais j'ai trouvé le personnage très intéressant. Même si sur la fin, en fait, le fait qu'il perde ce côté professeur, et où finalement les autres en savent autant que lui, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. C'est comme si d'un seul coup, il avait régressé plus que les autres et progressé, en fait. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais j'ai trouvé le personnage intéressant, même si d'un seul coup... Enfin, sa fin est un peu bizarre, lui aussi, quoi. Puisqu'elle arrive très tard, et du bon, ok, tant pis. T'étais cool, et puis voilà. Mais je le trouvais très intéressant en tant que professeur, très ambivalent, puisque finalement, pendant longtemps, on ne sait pas si finalement c'est lui le méchant ou pas. Enfin, voilà. Et puis, ça arrive sur la deuxième partie, quoi. Et finalement, il a plus ce rôle de professeur, et j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais en même temps, il était cool. Donc voilà. Ouais, moi je sais pas. Pareil, j'aurais voulu qu'il soit plus creusé. En fait, j'ai trouvé que il avait beaucoup d'archétypes. Mais il vivait pas vraiment sous le papier, quoi. Il avait des caractéristiques on sait pas trop s'il est méchant, s'il est gentil, mais du coup, tu sais. Mais au-delà de ça, enfin, tu sais pas qui il est non plus. Après, est-ce que vraiment on croit au... Enfin, moi j'ai pas cru une seule seconde qu'il était méchant en tout cas. Non, moi Ça non fait plus. partie Moi aussi, des- c'était non, pour moi moi non non plus. C'était clairement. des trucs évidents, c'est l'ambre c'est pas le méchant et le Oui. méchant c'est l'archange, je sais pas quoi, enfin le grand chef quoi. Ouais. Ça pour moi c'était pas les points surprenants du scénario. Ah non, c'était pas du tout une surprise. Mais j'aurais quand même voulu, tu vois, justement, qu'on sache qui il était, quoi. Je sais pas, je trouvais que. Ouais. On l'a pas assez entendu, en fait. On sait... Le prof en fait qui prenait à cœur ce qu'il faisait, qui était pas justement trop perdu dans sa tour d'ivoire, je reste sur mon truc, ce qui se voit par le fait que sa bulle d'univers c'était une salle de classe, pas un espèce de petit paradis perdu. Et donc c'est un de ceux qui me paraissait justement avoir encore un peu les pieds sur terre et essayer de faire quelque chose de sa vie, quoi. En prenant au sérieux son rôle, et lui et l'autre magister dont j'ai pas retenu le nom, qu'on voit un peu moins, Panam ou je sais pas quoi là. Celle qui meurt à la fin, qui se fait poignarder. Celle qui se fait poignarder. Celle qui a le seul raisonnement à peu près éthique de tout ce... Enfin, genre, parce Ouais. que moi, sur la fin, quand même, alors ouais, je trouve ça assez intéressant, cette idée de détourner la prophétie, etc. Mais enfin bon, les mecs, ils en ont chié, et ça fait je sais pas, enfin, en fait, ça fait un mois ou plus, enfin, j'ai toujours pas compris combien de temps ils avaient passé dans le noir, là, tous ensemble, à en chier, tous ensemble. Et ils sont tous dans la même galère, et en plus, ils ont des représentants pseudo-élus par le groupe dans leur petit groupe de tête. Et les mecs, ils se disent pas une seule minute, bah tiens, on va discuter, on va essayer de faire une solution un peu démocratique avant de suite aller
se dire, allez, vas-y, on va tous les mystifier, là, on va leur faire une fausse prophétie, allez, on va tuer tous les vieux et les enfants comme ça, parce que on s'en fout, et tout ça pour aller sur le beffroi, alors que ça se trouve, ils avaient plein de gens qui les auraient suivis juste sans rien, quoi. Et pour les convaincre, tu vois, Et c'est marrant, c'est que c'est après ça que l'Ambre dit il faut pas sacrifier une seule personne pour en sauver d'autres. Et pourquoi tu dis ça maintenant, mec? Vous avez déjà tué tout le monde, il n'y a plus personne à tuer maintenant. Tous les gens qui restent, c'est des magiciens ou des gens qui sont avec vous. Alors que cette réflexion sur le fait de ne pas sacrifier des gens pour pouvoir avoir des bonnes choses est plutôt bonne. C'est plutôt une bonne, ou au moins de lancer l'idée, la réflexion. Et en plus, on n'assiste pas à la discussion en elle-même. On ne sait pas comment l'idée est revenue, en fait. C'est ça. Moi, ça m'a beaucoup frustré. Alors qu'en fait, ils ont déjà sacrifié les gens. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils se fait. Ok, mon petit Lambre, t'as sûrement raison, quoi. Mais c'est trop tard, quoi. Vous avez déjà sacrifié tous les vieux, donc. Non, puis ouais, mais on ne sait pas. On a à aucun moment, alors que l'héroïne est là, qu'elle nous raconte sa vie, qu'on voit tout à travers elle, l'auteur nous cache ce point essentiel de la réflexion et de l'aboutissement à comment on en arrive à prendre une décision pareille. On n'a que la conséquence et t'as un peu l'impression que l'auteur elle cherche à te mystifier en t'ayant caché juste pile cette scène-là, hop, on a fait un petit fondu au noir pour te montrer derrière. Oh, regarde, il y a une fausse prophétie. Parce que tu comprends que c'est une fausse prophétie, mais on t'explique pas comment ils en sont arrivés à ce plan foireux-là. Et pourquoi est-ce que tout le monde s'est mis d'accord comme ça? Parce que voilà. D'ailleurs, ça m'a beaucoup gêné. Pourquoi ils étaient d'accord, alors qu'en fait derrière, tu as Micral qui fait la gueule parce qu'il n'était pas d'accord, Lambre qui n'était pas d'accord non plus puisqu'il veut pas sacrifier les gens, Archie qui est vraiment très mitigé sur le fait quand même de faire une fausse prophétie. Puis il reste la dernière, la fille qui meurt, j'ai oublié son prénom. Celle qui tue, qui poignarde l'autre. Ouais, voilà, je me souviens plus de son prénom. Mais du coup, tu fais, ok, ils se sont mis d'accord, mais pas du tout. Il y en a au moins 3 sur 5 qui n'étaient pas d'accord, quoi. Donc, c'est que, ou alors montrer au moins cette discussion et sur le fait qu'ils en sont arrivés au fait que, qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Et peut-être qu'en effet, c'est la seule solution. Je pense que cette idée de fausse prophétie, on est tellement braqué sur ces prophéties qui se réalisent et tout ça, qu'on le voit arriver et qu'au bout d'un moment, c'est avec Archie que va venir la solution. Enfin, pour moi, c'était assez évident qu'ils allaient faire une fausse prophétie et que c'était grâce à ça qu'ils allaient convaincre les gens. Mais ça aurait été intéressant de voir en fait comment est-ce qu'ils en étaient arrivés sur ce point-là. La discussion sur comment ils se sont mis d'accord alors que finalement en fait ils sont pas du tout d'accord. Ouais, et moi vraiment j'ai trouvé que c'était vraiment une espèce de fraude de la part de l'auteur qui te dit qui essaye de te cacher volontairement ce moment pivot pour que pour un peu faire de la poudre aux yeux, quoi. Moi j'ai vraiment trouvé je me suis sentie un peu flouée sur le coup, quoi. Ça m'a un peu énervé que ce moment qui en plus est le moment où tu dois comprendre Hermeline, parce qu'a priori c'est quand même elle la voix la première qui porte cette idée de la fausse prophétie. Tu dois comprendre pourquoi elle en est arrivée là, et tu sais pas. Et moi vraiment ça m'a énormément frustrée. Ça m'a énormément frustrée qu'à aucun moment on se dise mais peut-être on pourrait quand même essayer de discuter avec les gens, je sais pas, machin, plutôt que de tuer tous les enfants comme ça. Parce que toute cette discussion du oui mais on risque de tuer des gens, mais il faut bien, vraiment moi ça m'a profondément manqué et ça m'a vraiment gêné qu'on ne l'ait pas. Parce que c'est ça qui caractérise au final Hermeline dans ce bouquin, quoi. C'est la bascule, et la bascule, tu la vois pas. T'en as passé quoi, John? Non, moi j'ai pas grand chose à dire à ça. Effectivement, je me souviens pas assez bien de est-ce que j'ai trouvé que c'était bien amené ou pas. Je vais pas dire que oui forcément si on avait eu plus d'explications sur pourquoi ils en arrivent à cette solution, pourquoi ils se disent
on peut faire que ça. Moi, ça m'a pas foncièrement choqué. Peut-être parce que je me suis dit, ok, bon bah ils se sont dit qu'ils avaient que cette solution, ils ont un peu vrillé. Et après, moi j'ai plus vu du coup la réflexion que je trouve du coup intéressante, comme je disais tout à l'heure, sur voilà, est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que on peut mais c'est toujours un peu les mêmes questions. Est-ce qu'on peut sacrifier une personne pour en sauver 100? Est-ce qu'on peut où commence l'éthique et où s'arrête-t-elle? Et voilà. Hermeline prend des mauvaises décisions, clairement, elle a un comportement très dictatorial, je prends mes décisions, je n'en parle pas, parce que en parler c'est prendre le risque que la décision soit refusée en fait. Ouais, puis surtout parce que je pense que les autres sont des abrutis et que vaut mieux que je pense à leur place. Tu crois? Parce que moi je trouve que par contre ces plans elle les raconte plutôt bien avec à son petit groupe de leaders. Ouais, voilà. Ouais, mais pas à la. Mais pour le coup, pas au pecno quoi. Elle le cache pas tant que ça les choses. Non, je parlais pas à son groupe de leaders, mais elle va pas dire la population en général, je vais faire un vote à la population générale pour est-ce qu'on fait ça ou pas, parce qu'en fait, et je pense après que c'est quand même amené par un moment de frustration sur Hermeline. On le voit, elle bouillonne d'inaction et elle est complètement frustrée par le fait que personne ne fait rien et que ça fait des mois qu'ils sont dans ces catacombes et qu'en fait tout le monde s'en contente. Donc en fait, elle, ce qu'elle se dit, c'est je vais mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que là, ça va pas. On est en train de se laisser mourir dans ces souterrains. Donc il faut faire bouger. Et comment je vais faire bouger? Ah bah je vais attirer les spectres. Bon, c'est un peu... mais disons qu'il y a un pas dans la réflexion qui est quand même pas évident, tu vois. Pour en arriver de, allez, je veux qu'il se passe quelque chose à, je vais tuer plein de gens. Tu vois, moi, il y a quand même vraiment, il m'a manqué vraiment l'élément. Je pense pas que c'était leur but de tuer plein de gens quand même. Elle le formalise pas. Non, mais elle sait qu'elle va tuer plein de gens. C'est le risque qui va arriver, mais c'est pas leur but non plus de tuer plein de gens. Non. Enfin, non. Le but c'est que les spectres arrivent au moment du discours d'Archie, en fait, tout simplement. Oui, et dans la fuite, en fait, il y a des gens qui meurent. Évidemment que ça devait arriver et que tout le monde, en tout cas, c'était un risque qu'ils prenaient très volontairement, quoi. En fait, le but c'était pas non plus de tuer des gens. Non, mais de bon. leur montrer que elle savait bien qu'il allait y avoir plein de gens qui allaient y passer dans cette histoire, quoi. Oui, mais t'as quand même l'impression que ça fait un moment qu'elle essaye de faire bouger les choses et qu'il se passe rien, tu vois, et que en fait, elle sort toute seule tous les jours et que derrière, ben oui, mais fait rien. Tu sais, tu la vois même pas vraiment parler aux autres, en fait. Elle est frustrée par les autres, mais t'as pas l'impression qu'elle essaye, en fait. T'as l'impression qu'elle en a marre des gens, elle se casse pour aller faire ses petites courses, là, machin, mais t'as pas l'impression qu'elle prend le lead pour faire bouger les gens. T'as juste l'impression que les gens la saoulent. Bah, les gens se méfient beaucoup d'elle aussi, quand même. Oui. Ouais, mais tu vois, elle fait pas... Elle essaye, tu vois, le groupe des anciens élèves de faire des trucs, et en fait, juste, elle se dit, bah là, trop d'inaction, ils font rien, ils bougent pas... ouais, je sais pas, moi je trouve qu'elle essaye pas grand chose quoi pour en arriver à un pas aussi énorme. Et après c'est pas et sachant qu'elle a tout un groupe autour d'elle quoi. Genre bon que elle soit passablement bizarre et qu'elle se dise de suite allez hop j'en ai trop marre, vas-y on fait quelque chose. Mais il y a tout un groupe qui la suit. Comment est-ce que tous ces gens en arrivent à se dire allez ouais c'est une bonne idée? Moi, j'ai pas compris. Le problème, c'est que pour moi, en fait, la réflexion de l'Ambre sur les sacrifices des gens arrive trop tard dans l'histoire, en fait. C'est une réflexion qu'il aurait dû avoir avant l'attaque des spectres dans les catacombes. Quand j'ai vu cette réflexion qui nous fait après, en disant on va plus sacrifier, enfin, on ne va sacrifier personne parce que c'est mauvais, j'ai envie de dire, c'est pas on va pas sacrifier, c'est on va plus sacrifier parce que vous en avez déjà sacrifié, même si c'était pas volontaire.
en le sachant très bien que ça allait arriver. Et je me suis dit, mais ok, tu nous sors ça maintenant, mais c'est avant que tu aurais dû nous le dire, quoi. C'est trop tard. Sinon, c'était quand même bien joué de faire ça sur les prophéties de Archie, qui en plus est un personnage sympathique. Donc, ça marche bien parce que le personnage, on l'aime bien en plus. Et que, pour moi, alors, ça m'a un petit peu manqué. J'aurais presque aimé avoir plus encore, en fait, avoir simplement plus de son point de vue à lui, parce que c'est vraiment un personnage qui m'a touché, enfin, que j'ai trouvé charmant et mignon et intéressant, et qu'on voit qu'il vit mal quand même son statut de devin, et que c'est compliqué, enfin c'est compliqué pour tous les devins visiblement, mais pour lui qui en plus a l'air d'être assez sensible en plus, quoi, et que c'est pas facile pour lui. C'est pas facile pour lui de dire la vérité, c'est pas facile pour lui de mentir aussi, visiblement. Ouais. Donc c'est vraiment très compliqué. Et du coup, c'était bien de faire tourner finalement tout le ressort de la fin du livre autour d'Archie, quoi. Et moi, j'ai bien aimé aussi la mise en parallèle avec le méchant, avec l'Archantre. Parce que du coup, Archie, c'est complètement le parallèle de l'Archantre. Parce que tu sens qu'au début, l'Archantre, il était probablement tout à fait sain, et il a juste vivrié à force de vivre la même chose que ce que vit Archie. Et à un moment, j'en suis même venue à me dire, ça se trouve, l'Archantre, c'est Archie dans le futur, tu vois. Que Archie, Archantre, tout ça. Ça se trouve, tu vois, genre il y a une boucle, et en fait, l'Archantre, c'est Archie. C'est Archie. Et ça, j'aurais trouvé ça assez marrant, tu vois, enfin assez intéressant, parce que justement, la façon dont un personnage qui est vraiment solaire vrille complètement, parce qu'il a tellement de poids sur les épaules qu'en fait, il en devient complètement fou, quoi. Il sait plus quoi faire pour éviter un futur qu'il voit et qu'il sait atroce. Et qu'il a dit, moi je trouve ça intéressant, mais effectivement je trouve ça intéressant le parallèle, et d'avoir un en début de vie et un en fin de vie. Et quand il te dit, l'Archantre, il est assez touchant, mine de rien, quand il te dit oui, tout ça parce que quand j'étais enfant j'ai raconté mon cauchemar à ma maman, et que tu te dis, en fait ça veut dire que cet enfant, on lui a fait peser tout ce poids parce qu'un jour il a osé raconter son cauchemar, et on lui a dit ok, bah donc là le cauchemar que tu viens de raconter il va se produire vu que tu l'as dit, en fait. Et donc, et c'est a priori, alors on comprend pas trop exactement ce qu'il a vu. Ouais, je sais pas. Ça, c'est pas ultra clair, je trouve. Quand il dit oui, si tu deviens dirigeante du Beffroi, ce que tu vas en faire, ça va pas du tout. Et t'es là, ok, mais donc du coup, c'était quoi? Parce qu'à la fin, elle devient dirigeante du Beffroi, mais ça a pas l'air horrible ce qu'elle fait, donc. Bon, ça c'était pas ultra clair, j'ai trouvé. Mais dans l'idée, le personnage était intéressant. D'ailleurs, c'est un peu j'en fais ce qu'on veut. Au moment où ils reviennent au Beffroi pour voir s'il reste encore cette cloche, le machin, et qu'en fait se rendre compte que lui, il est resté pour protéger justement jusqu'au bout, en fait, quoi. C'est lui qui il a en fait tout un bouclier face au spectre. Ça, j'ai trouvé assez intéressant. Le personnage de l'Archantre était assez cool. Et justement, pareil, j'ai trouvé aussi que du coup, la fameuse prophétie, c'était tellement flou ce qu'il est censé avoir vu enfin, je sais pas, du coup, c'est pareil, tu comprends pas très bien pourquoi il agit à ce point-là. Bon, bah si, t'as compris, mais du coup, c'est un truc autoréalisateur. Mais qu'est-ce qui est autoréalisateur? Enfin, du coup, ce qui est autoréalisé, c'est Hermeline qui fait des trucs atroces quand elle est à la tête du Beffroi, et comme tu la vois pas à la tête du Beffroi, tu sais pas. Enfin, je sais pas. Ouais. Et puis il l'a vu faire des choses terribles, donc il veut la tuer avant. Mais il accepte quand même dans l'école. Et puis son modus operandi pour vouloir la tuer, c'est quand même assez biscornu, quand même. Ouais. Enfin, mec, si tu voulais la tuer, il y avait quand même plus simple, quoi. Je sais pas, quoi. Et donc, du coup, comme il n'arrive pas à la tuer, il détruit le Beffroi. Bah oui, alors là, t'es quand même...
Pour faire ça, il tue du coup tous les choristes. Eux, il a aucun problème pour les tuer. Enfin, le gars, t'avais quand même plus. Si tu voulais pas, enfin, tu l'as refusé à l'entrée de l'école déjà, hop. Après, bon, elle rentre quand même. Ah ben, je sais pas, tu lui enfonces un poignard dans le cœur et puis voilà quoi. Enfin, au moins elle est morte. Plutôt que de faire semblant d'envoyer un truc empoisonné qui passe par la poste et qui va tuer quelqu'un d'autre plutôt qu'elle. Libérer, enfin le simulacre, machin. Non mais le mec, c'est super parce que le mec, il a quand même aussi pris toutes les lettres que ses parents lui envoyaient parce que pour qu'elle soit triste. Mais c'est tellement tordu comme plan. À la limite, qui commence par ça en se disant comme ça, elle va être triste, elle va repartir. À la limite, pourquoi pas? Il se dit j'ai pas envie de tuer une gamine. Bon, je vais essayer. Mais il tue tous les choristes. Oui, mais ça c'est après. En fait, il commence par ça, et après, quand ça marche pas, bon là, il aurait dû la tuer elle plutôt qu'à tuer tous les choristes. Là, c'est pas logique. Mais qui tue les choristes, il détruit les cloches. Enfin, là, tu es quand même passé un truc plutôt que de. Ah, il vrille un peu à la fin. Ouais. Oui, il vrille complètement, oui. Je pense que c'était plus simple de la tuer. Enfin, honnêtement, elle est pas très douée pour la magie. Elle va pas lui opposer une énorme résistance. C'est pas. Voilà. Enfin. Oui, puis genre, je sais pas, il allait juste la voir quand elle était petite et puis c'est bon, quoi. Hein. Chez papa, là, hop, oui, c'était plié, quoi. D'éthique qui est, est-ce que tu tues un enfant pour éviter un futur que t'as vu? Et au début, il a l'air de pas être dans ça. Il essaye pas tout de suite de la tuer, je pense que... Il essaye 2 fois de la tuer à l'école, les 2 fois, c'est de manière quand même tordue. Oui, non mais que les moments où il commence à essayer de la tuer, je suis d'accord qu'il fait n'importe quoi, par contre. C'est plus sur le avant, tu vois. Je pense qu'il veut pas aller la tuer quand elle est enfant, parce que... Ouais, mais dans ce cas-là, qu'il ait au moins essayé de pas l'amener à l'école, quoi. Enfin, qu'elle ait eu des difficultés pour y rentrer, je sais pas, quelque chose, quoi. Mais ça fait un peu plan de méchant en carton, quoi. Mais c'est ça en fait, on dirait, tu sais, des anciens méchants de James Bond avec leur plan, tu sais, où en fait ils racontent tout. Je suis trop méchant, je vais tout te raconter en te tuant tout doucement le temps que tu aies le temps de t'échapper. Mais non. Ouais. Sinon, Archie est quand même très mignon. Voilà, oui. Je pense qu'on devrait faire le livre aurait dû être autour de lui. Oui. Il est charmant et mignon. Le silence d'Archie. C'est ça. Archie doit-il parler, oui ou non? D'ailleurs, c'est quand même. Je trouve que la responsabilité qu'on met sur ces enfants devins, c'est quand même assez énorme. Oui. Oui. Voilà la responsabilité du truc, quoi. Ouais, non, clairement, c'est. Bon, alors du coup, sinon, est-ce que vous avez des scènes préférées? Ouais, alors moi, je me suis noté comme... Non, alors ce que je me suis noté comme scène préférée, c'est pas forcément pour la scène en elle-même, mais moi ce que j'ai noté, c'est du coup la scène de la mort de Justine, qui arrive de façon assez brusque, assez brutale, et qui en fait, pour moi, a été un peu le point de bascule sur l'ambiance du livre, qui jusque-là était très... un peu mignon, un peu peut-être gnangnan par moment, mais un peu voilà. Non mais que en gros le début du livre était très, je vais pas dire classique, mais dans un schéma un peu voilà, livre young adulte. Et en fait, j'ai trouvé que ce moment-là, la mort de Justine, pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Et je trouve qu'elle te tombe dessus de façon ultra brusque et inattendu, parce que tu dis donc là ils vont monter, ils vont confronter le mec, ils vont se rendre compte qu'en fait ils pensent que le méchant c'est lui, mais en fait c'est pas lui, machin, et là bim elle meurt, bim ça devient et c'est le moment où je trouve il y a un gros changement de ton dans le livre, et en fait ça globalement derrière la première partie se clôture et on passe sur la deuxième partie qui est très différente de la première en fait. Et donc moi c'est une scène qui m'a marqué par c'était pour moi le point de bascule en fait on est sur un espèce de roman gentil d'apprentissage dans une école avec une espèce de petite enquête sur qui essaye de me tuer, moi la héroïne, ça passe à autre chose.
Ouais, pareil, moi je l'avais pas vu venir parce qu'en plus, Archie, il dit oui, vous allez être le poison l'une de l'autre. Et moi j'avais du coup compris, vous allez être le poison l'une de l'autre toute votre vie en fait, tu vois. Genre pour moi, du coup, Justine, a priori, elle était là pour durer, quoi. Et Oui. c'est vrai que ça m'a vraiment surprise. Bon, et j'avoue, ça m'a aussi vachement soulagée parce que je pouvais plus la voir. Non mais vraiment, ce triangle amoureux, mais je pouvais plus le voir en peinture. Pourtant, honnêtement, les trucs qui ont des adultes avec des triangles amoureux, en général, ça va, quoi. Je trouve ça marrant, je trouve ça mignon. Mais alors celui-là, mais alors les trois là, mais ils me sortaient par les yeux, quoi. Du coup, j'étais très 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 contente que Justine crève enfin parce que Ah. hop là. J'étais un peu Après, content, mais- j'aurais préféré que ce soit Micral plutôt que Justine parce que Justine, je trouve que bon, elle est plate, elle sert pas à grand chose, mais enfin bon, j'aurais été contente pour elle qu'elle vive, quoi. Mais juste vraiment là qu'on se débarrasse de ce triangle, quoi. Moi, j'ai bien aimé un passage qui a lieu un petit peu juste après, en fait, quand Hermeline en fait tombe de la tour et elle se réveille, bon, visiblement 4 jours plus tard, parce que c'est toujours le flou absolu sur les dates et qu'est-ce qui s'est passé, et où en fait elle se rend compte que elle est toute seule dehors, que la moitié de l'édifice est écroulé, tout ça, mais en fait, je trouve que c'est un moment enfin, j'ai trouvé que ça faisait du bien parce que c'était la première fois qu'on sortait en fait de Beffroi et enfin, en tout cas pour moi, et là je rejoins John, enfin je sais plus si c'était John, cet effet d'enfermement, quoi, en fait. C'était la première fois qu'en fait elle respirait en dehors et j'ai trouvé que ça faisait un peu un changement de décor, quelque chose d'un peu nouveau et c'était bien. Je me disais, tiens, ça y est, elle est enfin dehors, ça change un petit peu. On va peut-être voir autre chose que ce beffroi qui, moi, m'oppressait énormément. Le beffroi, c'était vraiment mon truc oppresseur, là. Je pouvais plus, aller sortir un peu de là, je sais pas. Parce que je comprends même pas, en fait, que les élèves sortent jamais. Qu'ils aient même pas envie de Leur ville, sortir elle en est vraiment ville. pourrave, hein. Enfin, Ouais, mais ils ont une Oui, famille. mais à quel moment tu te dis, allez, je vais pas un peu sortir pour aller au marché, enfin, voir dehors de l'air t'as pur. plein de bulles en fait, parce que dans les bulles, ils sont beaucoup mieux dans les bulles. On va pas revenir sur ce débat, mais ils sont beaucoup mieux dans les bulles que dans leur espèce de ville humide, sombre, froide, sale, berg-berg. Enfin, j'ai pas l'impression qu'Hermeline s'en plaignait tant que ça en tout début de roman, de là où elle habitait avec son père. Hermeline, ouais. elle dit quand même, elle en a marre d'avoir toujours froid et elle en a marre de l'obscurité. Ouais, mais elle Oui. est pas non plus en mode ce beffroi c'est magnifique, quoi. Et puis, enfin, là où elle vit avec son père et son frère, ça a quand même l'air. Enfin, en tout cas, le moi, centre-ville, même oui, pas, ne lui plaît pas, puisque elle commence justement, quand même par elle dire trouve que, qu'il y a beaucoup de monde et que c'est assez trop bruyant, tout ça. Mais enfin, la périphérie, ça a l'air quand même plutôt. Bah, pour moi, dès le début, elle dit, elle en a marre, il fait tout le temps froid, il fait tout le temps sombre. Elle est prête, elle dit, elle est prête à laisser rentrer les spectres pour avoir un peu de lumière. Elle en peut plus de la grisaille, elle en peut plus de la météo. Enfin, globalement, ils vivent dans un endroit où il fait noir et froid et humide tout le temps et en plus, en périphérie, du coup, dans la bordure, ils économisent les bougies et tout parce qu'ils sont pas ultra riches, donc ils peuvent même pas se faire de la lumière à fond. Enfin, moi, je trouve qu'elle décrit globalement la vie hors du beffroi comme un peu un enfer. Hein. Oh, moi, j'ai pas trouvé. Mais alors, par contre, il y a un autre truc qui m'a gênée, c'est que du coup, justement, c'est des personnages, ils n'ont connu que ça. Ils ne savent pas ce que c'est que le ciel, ils ne savent pas ce que c'est que le soleil. Genre, c'est bizarre qu'un personnage se dise oh là là, qu'est-ce que j'aimerais que franchement c'est bon, moi j'aimerais bien que les spectres ils viennent tuer plein de gens pour voir un bout de ciel. Ça m'a fait un peu ça m'a un peu sorti du truc aussi parce que je me suis dit ça c'est une réflexion de quelqu'un qui sait ce que c'est que le ciel et à qui le ciel manque. Et en fait, je comprenais pas comment quelque chose qu'ils ne savaient pas ce que c'était pouvait leur manquer.
Bah, c'est la Et lumière, hein. C'est la lumière qu'elle veut. Elle veut de la lumière. Elle, ce qu'elle dit au début, c'est qu'en fait, elle en a marre du froid et de l'obscurité. Donc en fait, le ciel, c'est parce que il y a des histoires forcément sur, oui, il y a de la lumière en fait de l'autre côté de la brume. Et là, j'aimerais de la lumière. C'est ça qu'elle dit au tout début, hein. oui, bah, ouais, mais tu vois, moi, ça m'a paru un peu tomber comme un cheveu sur la soupe aussi, quoi, ce côté, oh là là, vas-y, moi je m'en fous, qu'il y ait plein de gens qui crèvent, je voudrais bien voir un bout de ciel et de la lumière. C'est un peu, en fait, peut-être ça aurait déjà dû me mettre la puce à l'oreille sur comment elle avait vrillé. Ah, après, pour moi, elle le dit à ce moment-là, elle le dit en mode, tu vois, ah, qu'est-ce que je donnerais pas pour un peu de lumière, tu vois. Genre, ah oui, peut-être que, tu vois, elle dit pas, ah oui, j'ai envie de tuer tout le monde. Enfin, je pense qu'il faut pas non plus exagérer sur son côté psychopathe. Elle est plus, voilà. Elle dit, ah, moi, j'aimerais bien, voilà. Vraiment, j'aimerais de la lumière, quoi. Ouais. Ouais. Moi, si j'habitais dans un endroit comme c'est décrit, franchement, j'aurais Oui, mais envie est-ce que ça de... te manquerait quelque chose que t'as pas connu en fait? Bah, Tu en sais fait, pas ce que c'est la lumière. Bah si, tu sais ce que c'est la lumière, tu vois. Non, Que mais tu... t'as ta petite lanterne, quoi. Du coup, tu sais pas ce que Oui, c'est le bah, soleil. non, mais tu sais parce que, en fait, tu sais bien que la lumière là que t'as, elle te suffit pas. Et donc après, il y a des livres qui te disent, ah bah oui, en fait, en dehors de la brume, il y a de la vraie lumière et du vrai machin, et tu te rends bien compte, en fait. Enfin, tu sais ce que c'est la lumière. C'est pas comme s'ils étaient tous aveugles et que là, ils disaient, ah oui, j'aimerais de la lumière. Là, ok. Là, ils sont pas aveugles. Là, ils ont des Ouais. bougies, des Ouais. lanternes. Ils sont dans la Mm. semi-obscurité, dans la pénombre, et ils se disent, bah oui, tu peux visualiser. Si t'as des bougies, tu peux visualiser ce que ça ferait d'avoir 1 million de bougies partout et d'avoir vraiment de la lumière, quoi. Et pas d'avoir juste ta petite bougie. Mm. Ouais, je sais pas, moi, quand. Si Non, t'as- moi non plus. Je suis sceptique sur ton truc. Ah bah, vous êtes de mauvaise foi. Même pas en plus parce que pour le coup, je suis assez d'accord avec toi que c'était plus une réflexion euh, générale plutôt qu'autre chose. Enfin, c'était plus une exagération que ce qu'elle ferait vraiment, tu vois. Elle allait pas tuer 50 000 personnes pour voir de la lumière, c'était pas ça, c'était plus une exagération comme on fait quand on parle de tous les jours, quoi, tu vois, enfin, machin. Mais, par contre, je vois pas comment la lumière peut lui manquer alors qu'elle sait pas ce que c'est. Voilà. Bah si, la lumière, tu sais ce que c'est la lumière, tu vois. Mais non, tu sais pas ce que c'est, elle a jamais vu de soleil. Oui, mais tu sais pas ce que c'est le soleil, peut-être, tu sais pas ce que c'est le ciel, mais la lumière, tu sais, vu que t'en as pas assez, t'en manques, mais tu sais ce que c'est. Ouais, Ouais. non. Voilà. Ouais, non, moi ça m'a paru bizarre, hein, cette réflexion. Mais du coup, Duncan Citron sur le chat est d'accord avec Jonjon, donc ça fait 2 partout. Parfait, merci. Et du coup, merci à Alep qui nous a suivis et qui nous remercie pour nos avis détaillés et tranchés. Et bonne Oui. soirée, du coup. Bonne soirée. Effectivement, de temps en temps, c'est un peu tranché. C'était- Non, mais c'est pas un livre qui nous a laissé indifférents. On peut Et- revenir sur la fin aussi. Ouais, attends, que, moi j'avais aussi une scène, parce que moi j'ai pas dit ma scène préférée. Pardon, vas-y. Ma scène préférée à moi, en fait, c'est une scène qui est hyper glauque, en fait, mais du coup, j'ai trouvé, c'est à peu près le seul moment où j'étais C'était pas vraiment la mort de complètement Justine, dedans. du coup. C'était pas la mort de Justine. J'étais contente que Justine crève et qu'on fasse à autre chose, mais c'était pas ça ma scène préférée. Ma scène préférée, c'est quand ils sont dans la cave avec la famille du petit Billy. Et j'ai trouvé que ce moment-là était extrêmement fort. En fait, on sentait totalement la terreur d'Hermeline, la terreur de cette famille, et puis aussi la générosité de ces gens qui quand même ont accueilli Hermeline dans leur petite cave là, et qui lui donnent à manger et tout. Et à des moments, tout d'un coup, elle réalise à quel point elle est ingrate, mais et toute cette ambivalence, je trouvais que c'était super intéressant et vraiment bien fait. Toute cette partie-là, elle est oppressante, elle est
Et justement, ça va en lien avec l'oppression du beffroi, où déjà c'était très oppressant le beffroi, et finalement tu dis ah bah finalement ça allait le beffroi. Bon. Et du coup j'ai trouvé que c'était très bien mené. Enfin, pour le coup j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était écrit et la loquitude de la chose. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça un peu long. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai eu du mal à comprendre. Après, c'est toujours dur. C'est toujours plus facile à dire quand t'es en train de lire le livre ou de regarder un film ou de machin. Mais il reste. Je comprends pas comment ils se disent on reste là. Enfin, il reste plusieurs semaines, je sais pas combien de temps, dans cette espèce à vivre à 4 dans une cave, une seule. Enfin, et je me dis, mais à quel moment ils se disent pas on va essayer de faire une sortie, d'avancer, de faire quelque chose. Et du coup, moi j'ai trouvé ça un peu frustrant d'inaction. Ouais, Ce qui fait que du coup, après, j'ai bien compris Hermeline derrière qui était frustrée de l'inaction ensuite dans les catacombes, parce que moi j'étais déjà frustré à ce moment-là. Donc je me suis dit, mais faites quelque chose là, bougez-vous, vous pouvez pas, enfin, tu peux pas juste attendre là et te laisser mourir, quoi. Je suis d'accord. Vraiment, la cave c'était long. Et puis derrière, du coup, bah, en effet, Hermeline, quand elle revient dans les catacombes, où en fait c'est une cave en plus grand, quoi, c'est normal qu'elle ait envie de bouger, c'était infernal, quoi. Vraiment, c'était. Non, mais tu comprends son enfer, ouais. Oui, mais après, c'était sympa la cave au niveau de ces gens-là, pour lesquels on fait la connaissance et tout, c'était cool, mais putain, qu'est-ce que c'était long. Combien de pages on va encore passer sur, en fait, et qu'il se passe rien, mais absolument rien. À part qu'ils ont perdu leur bout de biscotte par terre, quoi. C'était le briquet. Le briquet. Voilà. Mais justement, moi j'ai trouvé ça tellement oppressant que du coup, en fait, c'est le moment où j'ai trouvé que je comprenais le mieux Hermeline et où j'arrivais à toucher du doigt le personnage. Et du coup, je trouvais que c'est ça qui était bien retranscrit, toute cette terreur. Et justement, le moment où après elle retourne dans les catacombes, tu te dis, bah, oh, mais quelle horreur. Et du coup, toute cette terreur est vraiment cool, quoi. Voilà. Mais maintenant, on peut revenir sur la fin. Mais oui, il était mimi, le petit Billy. Et puis j'ai bien aimé les petites métaphores musicales aussi, le piccolo, le violon. Je trouve que là encore, ça allait très bien avec le silence des carillons, avec ce côté musical, avec le personnage d'Hermeline qui est au final musicienne, quoi. Et c'est le seul moment où en fait on sent un rapport à la musique qu'elle a et peut-être que ça aurait pu, s'il y en avait eu un peu plus tout le temps, j'aurais plus compris aussi pourquoi qu'elle était géniale en musique, quoi. Mais après là, c'est justifié aussi par le fait que, bah, comme elle voit rien, elle est toute basée sur l'ouïe. Si elle nous avait fait ça tout au long du livre, on se serait peut-être dit genre pourquoi elle appelle tout le monde par un instrument de musique, là c'est bon, qui fait ça. Non, oui, non, clairement pas comme ça, mais tu vois, peut-être plus de référence à une oreille musicale à d'autres moments, ça aurait pu être un peu. Elle aurait appelé Justine sa belle harpe. Oh non Ça t'aurait pas plu à mon avis. Ça t'aurait tellement saoulé. Mais pas Justine. Ah, Justine. En plus, c'est nul comme prénom, mais quel prénom pourri, quoi. Justine à côté de Hermeline et tout. Justine, ça sort tellement de nulle part. J'ai pas trop compris, Justine, parce que on a beaucoup de prénoms quand même assez imaginaires en fait, quoi. Voilà, et Justine. Ok, Justine. Pourquoi Justine? Mais j'ai pas de problème avec le prénom Justine de base, hein, c'est juste vraiment dans ce bouquin. J'espère que c'était pas pour rendre hommage à quelqu'un, parce qu'en plus elle meurt. Peut-être qu'il y connaît une Justine, et elle est belle Justine quand même. Bref. Oui, la fin. En fait, j'étais arrivée à 20 pages de la fin, je me suis dit, mais en fait, on va pas avoir la fin. Et ça va être un truc super ouvert, genre, ils partent à l'abordage et on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Non, mais vraiment. Et finalement, en fait, c'est tout réglé en 10 pages. À la fin, j'ai trouvé ça super rapide. Ah ouais, ça allait trop vite. C'est un peu frustrant, ouais.
J'aurais presque préféré en fait qu'on reste sur une fin ouverte en disant on sait pas ce qui se passe. Bah, moi j'ai vraiment rien contre les fins ouvertes. Des fois je trouve ça très frustrant, mais des fois je trouve que c'est plutôt intéressant. Et là je pense qu'ils seraient partis à l'abordage du beffroi en sachant pas ce qui se passe après. Mais je pense que j'aurais préféré à cette espèce de conclusion à la toute fin là. Ou d'épilogue là, où elle a 80 ans et des cacahuètes, j'ai trouvé, mais par contre pas du tout d'intérêt. Trop. Pas du tout. J'ai pas aimé. C'est soit trop, soit pas assez quoi. C'est-à-dire soit tu mets pas l'épilogue et tu t'arrêtes. Moi je me serais pas arrêté à quand il rentre dans le beffroi parce que ça m'aurait frustré énormément. Mais tu t'arrêtes au moment où je sais pas, où ils montent en haut et où ils réussissent à faire sonner les cloches. Tu vois, genre, ça ressonne, bim, ok, bon, si tu veux, tu t'arrêtes là. Ou alors, ce que j'aurais encore plus préféré, tu fais effectivement un épilogue pour te dire, on a reconstruit, est-ce qu'il y a encore la brume ou pas, je suis même pas sûr qu'on sache. Si, on a la brume, tout est pareil qu'avant, c'est exactement pareil qu'avant. Et moi, tu vois, j'aurais aimé un épilogue par quelqu'un d'autre. Genre qui nous montre en fait justement la prophétie du mec qui te dit bah regarde en fait donc du coup après ça il y a Justine, elle est devenue archantre et elle règne par la terreur et c'est un monstre et un truc tu vois genre un truc vraiment qui justifiait tout ça quoi. Voilà. Oui, je suis d'accord. Là ça fait un peu cheveux sur la soupe et au final il n'y avait plus personne pour raconter l'épilogue, tout le monde est mort. Ouais. Genre, mais tout le monde est mort. Mais oui, mais il meurt tellement vite, genre pouf, pouf. Et t'es là, ça, en 3 pages, tout est réglé. Là, t'es là, mais quand même. Les deux garçons qui meurent, c'était au moins un de trop. Il fallait au moins en garder un sur les deux. Peu importe à lequel, mais je trouvais que ça faisait vraiment too much que les deux meurent. Ils meurent les deux. Ils meurent tous les deux. Cette fin de livre quoi, genre. Si, en fait, à un moment donné, elle va pour parler à Archie, elle se tourne, il est mort. En fait, il n'est plus là. Et Mykral, il se sacrifie et il se transforme en simulacre pour lui refiler de l'énergie. Ah oui, pour faire l'énergie qui suffit. Voilà. C'est ça la conclusion logique en fait. La fin de Mykral en simulacre, machin, bon, on te le prépare depuis un moment, c'était la conclusion logique. Oui, elle arrêtait pas de dire que de toute manière, il avait un esprit assez du sauveur en fait, qui allait se sacrifier. Machin, voilà. C'était pas avec sa personnalité. On nous a parlé du fait que c'était le simulacre qui faisait le plus d'énergie, machin, je sais pas quoi. Bon, ça, on nous l'avait bien préparé. Effectivement, c'était logique. La mort d'Archie en soi n'est pas non plus illogique. Il faut bien qu'il y ait des gens qui meurent dans cette attaque du beffroi. C'est pas non plus. Mais je trouvais qu'au bout d'un moment, ça faisait presque trop. Enfin, en plus, ça arrive une après l'autre les morts et en fait, t'as presque pas le temps de t'arrêter sur Archie que t'as Mykral qui meurt de suite derrière en fait. En fait, ça m'a fait un peu l'effet bataille de Poudlard, tu vois. Genre, paf, tu tournes la tête, il y a un mort. Ah, là, il y a un autre mort. Bah, mais moi, je voulais être triste du mort d'avant quand même, avant un peu. Genre là, ça va trop vite en fait. Et vraiment, c'est super condensé. Puis tu te dis, bah, si c'était aussi facile que ça, ils auraient pu sortir les doigts vachement plus tôt, quoi. Ouais. Il y a Duncan qui dit que lui, il attendait un twist à la fin. Oui, bah je suis d'accord. Un twist ou un truc qui aille avec la prophétie, qui fasse que en fait c'était pas bien, ou une explication, ou quelque chose quoi. Ça manquait de quelque chose à la fin quoi. Autant justement moi ces histoires de prophétie que tu arrives à aller contre, je suis plutôt pour, hein, c'est vraiment j'aime bien ça. Mais là tu te dis du coup en fait cet archimage archantre pardon, il a vécu super vieux avec dans sa tête cette obsession machin qui en fait était pas vrai. Enfin, c'est triste, quoi. Le mec, il a sacrifié son propre beffroi pour rien. Quoi. Mais on le sait même pas, ça se trouve ça. Vrai ou pas, en fait, on sait pas ce qu'il craignait. On sait même pas si au final on peut aller contre les prophéties ou si au final sa prophétie s'est accomplie. Ouais, du coup c'est assez frustrant. Enfin, même plus que frustrant, c'est nul en fait. Non mais voilà, c'est vrai que
c'est pas un truc où tu te dis ah ça me manque machin. Non, bah finalement t'as pas d'explication du tout. C'est nul. J'ai trouvé. Oui, mais ça, mais c'est vraiment tout ça pour ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est. Bah, tout ça pour ça, surtout pour toi, non, parce que t'as pas aimé ta lecture. Moi, j'ai bien aimé ma lecture, donc du coup, je me suis juste dit, genre, ah, c'est dommage. Je me suis pas dit tout ça pour ça. Si, c'est plutôt bien en fait, mais ça, c'est sans doute pas trop. J'ai l'impression d'avoir descendu le bouquin tout le long, alors qu'en fait, bon, en fait, on a bien aimé. À part Norfa qui n'a pas aimé, mais Yota et moi, on a bien aimé. Ça s'entend pas forcément, mais. En fait, c'est beaucoup acharné sur les points négatifs, j'ai l'impression. Alors, c'est très intéressant sur les prophéties. Voilà, c'est très cool. Lisez ce livre si le thème des prophéties vous intéresse. Oui. Bah là, c'est un peu trop tard parce que si vous en êtes là. On vous a tous spoilé. Ouais. Voilà, moi je pense que j'ai rien à rajouter. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur le livre, que j'ai quand même beaucoup apprécié, malgré tout ce qu'on a pu dire. On a quand même un peu parlé des points positifs, non? J'espère. En tout cas, voilà, moi j'ai bien aimé. Si, il y avait un petit point, juste un tout petit point. J'ai bien aimé Hermeline qui vit très mal le fait que Micral l'embrasse sans son consentement. Oui. Il ne revient pas là-dessus. Parce qu'on a un peu tendance, je trouve, à dire oh ça va, c'était juste un bisou, il s'est arrêté, machin, voilà. Non, elle l'a très mal vécu. Et elle lui en veut. Lui, il comprend pas parce que c'est un abruti aussi. Mais c'est bien le fait qu'on ne minimise pas ce point-là. Enfin, je trouve. Oui, ça je suis d'accord. Ouais, c'était bien traité ça. Ouais. Et elle a raison de lui en vouloir. Enfin, oui. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose de banal qu'on doit banaliser, qu'on doit se dire c'est pas grave. C'est une agression et il doit s'excuser de l'avoir agressé. Et elle lui a dit qu'il l'avait agressé, elle lui a dit qu'elle attendait ses excuses et il le fait pas et ça c'est vraiment problématique. Là, il s'excuse jamais sur ce point-là et elle a raison. Enfin, elle a raison de lui en vouloir sur le fait qu'il s'excuse pas sur ce point-là. Surtout que je pense quand même elle attendait pas plus que des excuses. Voilà, elle s'attendait pas non plus à ce qu'il rampe à ses pieds, machin, mais qu'en fait ils comprennent juste que c'était une agression. Qu'ils le reconnaissent en fait. Voilà. Et c'est intéressant, même ce qu'elle lui dit, parce que lui il lui dit ah mais je croyais machin, et il me semble qu'elle lui dit un truc du genre bah en fait t'avais qu'à demander quoi. Enfin. C'est pas parce que tu croyais que bim tu fais, genre si tu croyais bah tu poses la question et si c'est oui et si c'est non bah tu croyais mal. C'était très bienvenu ça. Ouais. Voilà, c'était un autre point positif. C'est vrai. Yota, oui. C'est vrai. Voilà, donc c'était mon dernier petit point sur lequel je voulais venir. Voilà. Rien de plus. Moi aussi, je crois que j'ai fait le tour. Très bien. Sur ces bonnes paroles, tu conclus ou je conclus? Normalement, c'est. Vas-y, conclus. Vas-y. Je vais exploiter. Normalement, c'est pas moi. Et bien sur ces bonnes paroles, merci à toutes et à tous si vous êtes encore là à nous écouter. Merci de nous avoir écoutés. On espère qu'on a été intéressant et qu'on n'a pas trop dit du mal gratuitement, en tout cas. N'hésitez pas à venir donner votre avis sur le forum ou en commentaire sur le replay. N'hésitez pas à venir sur le forum parler d'autres choses aussi si vous voulez. Lisez le tome 2 de la machine pour début juillet. Restez attentifs, on va vous annoncer les dates. On n'a pas tout à fait fixé les dates pour le reste de juillet-août, mais globalement lisez Les Sœurs Carmine, lisez La Dernière Geste et lisez Vampiria. Ça sera ça les 3 autres suites qu'on va vous faire. Et puis voilà, c'est tout. Si, attends, vous pouvez lire du Martine aussi.
Vous pouvez aussi lire du Martine parce que vous aurez des podcasts de Martine à la plage qui vous attendent tout l'été, où on reviendra aussi sur les autres écrits de George R.R. Martin. Comme ça, on pourra aussi parler un peu de George Martin et pas que d'autres livres, parce qu'il faut bien lire d'autres trucs en attendant. Il faut bien meubler l'attente. Bah voilà. Et À bientôt. Et ben voilà, merci de nous avoir écoutés. À bientôt. À bientôt. Bisous, bisous. Salut.